18h-19h, Time Sport, avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Salut à tous et bienvenue dans votre émission Time Sport sur Beurre FM, comme chaque soir, 18h-19h du lundi au vendredi. Ce soir, toujours plus haut, toujours plus fort avec votre fidélité, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, et on vous en remercie. Au menu de cette émission, auteur d'un bon match, l'Olympique de Marseille s'incline à Geoffroy Guichard hier soir et la crise dure à Marseille. Vincent Clerc, international français de rugby, invité pour la première fois ce soir dans votre émission Time Sport. On ira tout droit chez nos voisins british avec Marcelo Bielsa, entraîneur de Leeds United. Il y aura aussi Nabil Fekir au menu de cette émission, encore déterminant avec l'Olympique lyonnais, et aussi notre page Mercato avec De Jong annoncé en Catalogne. On n'oublie pas le standard avec le numéro 0153 48 3000 et la twittosphère et le hashtag Time Sport. C'est parti, go Time Sport. Time Sport. Et ce soir, pour m'accompagner durant cette belle émission, on aura Rudy Kazi, le retour. En tout cas, ça va, Rudy? Ça va bien, bonne année à tous. Bel homme, oui, c'est la première fois qu'on te reçoit. Ouais. Après le réveillon. Depuis le début de l'année. Ouais. C'est ça, du nouvel an. Coach Tolé, Claude, comment ça va? Impeccable, ça va. Ça va super bien. Monde, ouais. On a une belle brochette, à côté tribune sud, là, avec Nabil Zindi. Comment ça va, notre conseiller sportif Nabil? Bonjour Bilal, bonjour à tous. Ça va, impeccable. Impeccable. Juan José Dorado, buenas tardes. Comment ça va, Juan? Buenas tardes. Tu vas bien? Estupendamente. Ah, eh ben ça fait plaisir, ça, avec... Vous voulez enchaîner? Ça sent le football. Et Saïd Hamda, comment ça va, Saïd? Ça va super, très heureux d'être là encore une fois. Eh oui, Saïd, et nous, toujours Saïd, pertinent, c'est parti. Time Sport, le ras-le-bol. Auteur d'un bon match, l'OM s'incline à Geoffroy Guichard et ne gagne toujours pas, à la faute à un caserie des grands soirs. Selon les mots même de Jean-Louis Gasset qui déclare « C'est une victoire un peu heureuse ». Les Marseillais quittent le chaudron vert sur défaite pas vraiment méritée au vu du contenu proposé hier soir. Les Verts sont désormais quand même troisième et l'OM s'enfonce un peu plus dans la crise. Mais aurait-il pu espérer autre chose qu'un match nul? Juan José, on t'écoute. On pourrait, Marseille aurait dû espérer quelque chose de différent d'un match nul, mais en même temps, vu le jeu qui a été développé ces dernières semaines par Marseille, ce n'est pas non plus étonnant qu'ils se soient inclinés, même s'ils ont beaucoup mieux joué que par le passé ces semaines dernières. Je ne suis pas tellement surpris de cette défaite, parce qu'on est dans la même logique. On ne peut pas dire on a tout bien fait et perdre le match à la fin. Donc en fait, ils n'ont pas tout bien fait, et d'autant plus qu'ils étaient bien prévenus de ce qui pouvait se passer donc, dans ce chaudron vert auquel tu fais référence. Donc, Ouais. en fin de compte, c'est logique par rapport à ce qui étaient les performances de cette équipe des Marseille. Mais attention, ils ne sont pas si loin que ça non plus, parce que la quatrième, ils sont à 6 points de l'Europa League. Ils sont à 6 points de l'Europa League. Et ils sont à 8 points de la Champions qui vont dans le podium. Donc non, il y a encore de la marche, mais ce qui est inquiétant, c'est le niveau des jeux. Malgré les résultats négatifs, cette défaite peut être qualifiée d'encourageante, Rudy Kazi, Oui, je pense de que Marseille. enfin, en tout cas, sur le plan du jeu, je pense qu'elle l'est, parce que déjà, l'entame de match était assez ambitieuse, avec un plan de jeu qui était assez différent de ce qu'on a pu voir sur les derniers matchs. Maintenant, est-ce que les bonnes intentions tactiques vont épouser celles d'une confiance au niveau mental? J'ai l'impression que non, parce que la dynamique dans laquelle ils sont, on rappelle quand même que depuis le Amiens OM, ils n'ont gagné aucun match. Ça a été que des matchs nuls ou des défaites, toutes compétitions confondues d'ailleurs. Donc on voit bien en fait que le mental est assez emprunté, et quand même une statistique qui fait mal, 29 buts encaissés sur cette saison. À ce stade de la compétition, c'est le pire total depuis la saison 84-85. Donc il y a des défaites qui entament manifestement le mental, et même si on essaie d'y contribuer, de changer ça avec des nouvelles compositions tactiques, etc. Est-ce que ça suffira? Je ne sais pas, je ne pense pas. L'OM, justement, a-t-il atteint hier soir la dernière flamme qui lui laissait espérer que sa saison ne se finirait pas avec un triste soir de janvier éliminant ainsi tout rêve du podium, quoi. Final, Nabil. Bon, je pense pas. Marseille, ils ont démontré là dernièrement je trouve qu'ils ont dans le contenu, il y a du beau jeu. Ouais. Au niveau de l'envie aussi, j'ai trouvé qu'il y a de l'engagement, il y avait de l'intensité, il y a eu des choix forts. Il se fait avoir. Notamment par Dimitri Payet sur le banc, le capitaine sur le banc. C'est un choix fort, parce qu'il a toujours soutenu.
Hier, il n'a pas joué contre les Stéphanois. On a pu voir Maxime Lopez, très bon joueur. Il y a un jeu léché qui produit du jeu, qui propose du jeu. Une équipe de Marseille qui aurait pu gagner notamment contre Monaco, puisque Florent Thauvin s'est refusé un but. Hier, il méritait de gagner. Jean-Louis Gasset, l'entraîneur de Stéphanois des Verts, l'a très bien exprimé et très bien expliqué. Donc, il y a du mieux dans le contenu, au niveau de l'engagement, l'état d'esprit. Malheureusement, ça ne paye pas. Attention, parce que lorsque tu traverses une crise comme celle-ci, où tu enchaînes des mauvaises séries, où tu es éliminé des 2 coupes, et que tu es l'Olympique de Marseille, tu dois absolument te ressaisir et gagner des points. Et là, on voit qu'il n'arrive pas à faire une série de victoires où il pourrait remonter au tableau, notamment arriver sur le podium. Donc attention, c'est inquiétant. Saïd, inquiétant. Des mots de Nabil pour l'OM. Je suis d'accord avec sa conclusion. Je suis un petit peu moins optimiste que mon ami Nabil. Ouais, mais dans le jeu. Voilà, un petit peu moins optimiste, mais alors, et pourquoi? Voilà, pour moi, l'OM a un gros problème, c'est l'effectif qui est là. Et quand le problème c'est les joueurs, il faut savoir faire un ménage. Donc c'est ce que j'affirmais hier. Les joueurs comme Abdenour, comme Oubotjan qui prennent des gros salaires et qui doivent partir. Il faut savoir faire de l'espace. Des joueurs qui se battent pour le salaire, il faut trancher. À un moment donné, on ne peut pas avoir la stratégie du nini. Oui, on est content, oui, on n'est pas content. Soit tu augmentes le salaire des joueurs qui le réclament, soit tu leur dis le salaire n'augmente pas et vous n'êtes pas content, vous partez ou vous en satisfaisez et vous restez. Moi, j'ai pas apprécié l'Olympique de Marseille hier soir face à Saint-Etienne et je trouve que c'est bien qu'ils aient perdu parce que plus le temps avance, plus la jauge d'exigence pour l'OM elle baisse. Quand ils font ce genre de prestations, on se dit ça va, c'est pas mal. Ils ont quand même tiré 3 fois au but. Si Ocampos avait mieux frappé, ils auraient gagné, etc. Non, il faut rester exigeant parce que Marseille est un des plus grands clubs de France. On peut pas se contenter de ce genre de prestations en se disant ça va, c'est moins pire que la semaine dernière. Il faut souligner que les Stéphanois n'ont pas perdu cette année dans leur chaudron. Eh oui. J'ai plus apprécié le jeu de Stéphanois où tu as Salnaès et pas Kabela, Salnaès et Mbila au milieu de terrain qui ont fait un gros tabatage. J'aime bien ça. Moi, ce que j'ai aimé, c'est Kazri qui a été magnifique. Kazri qui a été décisif. International tunisien qui est décisif. Donc, l'effectif global de Saint-Etienne a été très bon. Alors, le coach Tollet, concernant cet OM. Quand on est Marseille, qu'on s'incline, on ne peut pas se satisfaire d'un résultat. Même si la physionomie a été plutôt pas mal. Moi, j'ai trouvé une équipe de Marseille plutôt solide qui, par moment, aurait dû prendre l'avantage. Ils prennent le penalty à un moment où ils sont bien. À 10 minutes de la fin, si Ocampos va conclure, on peut dire ce qu'on veut, mais l'OM s'impose, mais s'impose pas. C'est un peu la spirale de ces équipes. Après, on oublie juste qu'avant la frappe d'Ocampos, Saint-Etienne a une action très chaude 2 minutes avant. Bien sûr, mais c'est un peu la spirale de ces équipes qui sont en mal, qui sont pas bien. Maintenant, t'as un mieux quand même. Il y a quand même un mieux. Contre Monaco, ça ne joue à pas grand-chose. Saint-Etienne, qui est invaincu, a été bousculé en termes de comportement des joueurs. Et ça, c'est quand même important pour l'avenir, même si à Marseille, il faut des résultats très rapides. Il y a clairement un mieux depuis le match de Monaco. Tu vois comme une équipe relativement solide. C'est Monaco. Aïe. Ça, c'est surtout la période. Alors, on laisse terminer. On peut pas avoir une équipe transfigurée d'une semaine à une autre. Il y a une discussion avec la direction et les joueurs. Moi, je connais pas d'équipe, à part le Barça, le Real Madrid, capable comme ça de se transfigurer. Alors, la victoire aurait fait du bien, mais le comportement quand même des joueurs est important. Faire une analyse sur la saison globalement et point par point quand même reprendre ce qui a été positif sur le match sans pour autant dire que parce qu'ils ont fait des choses positives dans le match que ça change tout, quoi, tu vois. Mais il faut analyser contextuellement parlant. La réalité reste que ça fait 8 matchs sans victoire. Exactement. C'est pour ça on est d'accord. Et depuis le mois de novembre. Saïd disait oui, peut-être ceux qui ne doivent pas jouer doivent partir. Il faut leur trouver un club. Eh oui. Et 2, il faut trouver des joueurs qui veulent venir aujourd'hui à Marseille. Et surtout dans ce mercato-là où il faut avoir le mental pour jouer à Marseille. C'est assez compliqué. Et oui, il faut résister à cette pression marseillaise. En plus, le mercato, tu veux le faire quand là maintenant? Mais le mercato jusqu'au temps de Mario Balotelli. Nous attendons Mario Balotelli. Quand tu
tu vois que ça commence à bien tourner et que... Non, il est écarté quand même. Je pense que c'est fort possible qu'il il doit est un peu écarté quand même. Il doit arriver en principe. Et puis Nice tourne bien sans Balotelli. Excusez-moi, mais bien, c'est vrai. Nice gagne contre Bordeaux. Mais après, est-ce que Vieira ne compte pas sur Balotelli? Est-ce que cette mise à l'écart, c'est pas aussi pour le faire réagir? Les deux ne s'entendent pas. Ouais. Donc ça sent le départ. Olympique de Marseille. Ouais. Avec toi. Balotelli. Justement, non, pas Balotelli, justement, c'est OM. Il inquiète la suite. Avec la direction, l'air devient de plus en plus irrespirable. Pour le coach Garcia. Faut gagner. Et le président Jacques-Henri Hérault. Faut gagner à Caen de toute façon. Le beau jeu, faut mettre ça de côté quand tu es dans cette situation aussi difficile. Tu t'as pas la tête encore à bien jouer. Il faut gagner pour engranger des points, pour emmagasiner de la confiance. Et le jeu viendra après. Mais là, clairement, il faut des points. Il faut absolument qu'il y ait à Caen. Sinon, là, ça se fait extrêmement. Justement, logé à la même enseigne, Saïd. Je m'en tourne vers toi. Hérault, le président de l'Olympique de Marseille, et le coach Garcia. Pour toi, pareil ou pas pareil? Pareil, en fait, il fonctionne comme un tandem. Hérault a misé sur Garcia au début. Donc si Hérault vire Garcia, c'est un énorme désaveu. Ça veut dire que son premier pari aura échoué. Et après, aujourd'hui, qui on prend pour remplacer Garcia? On ne sait pas qui prendre. Et Garcia va coûter 10 millions d'euros. Est-ce que l'Olympique de Marseille est prêt à virer un coach pour 10 millions d'euros sans avoir de garantie d'en prendre un au moins aussi bon? Il peut démissionner. Il y a une solution. Il va le faire. Tu sais qu'il va tenir son poste en échange de 10 millions d'euros. Ah, sait-on jamais avec la pression marseillaise. S'il démissionnait, il prend pas les 11 millions. Et oui, 2 mois. Rudy Garcia, c'est pas un mois, non? On peut toujours comprendre. La même erreur que Juan José avait commis avec Laurent Blanc. Ah oui, mais tu renouvelais, tu le vires. Exactement. C'est vrai. Mais Marseille n'est pas le PSG. Marseille n'a pas les mêmes moyens que Paris. Non, mais voilà, donc maintenant tu l'as renouvelé, tu vas le garder parce que tu peux pas faire autrement. Parce qu'effectivement, si tu as du mal à faire venir des joueurs d'ici la fin du mois pour le tu auras du mal pour faire venir aussi un entraîneur. Juan José, il va continuer avant cette pause et justement, tu es avec nous, Juan José. On connaît tes origines qui sont espagnoles, nous on connaît un autre du côté de la cité phocéenne, c'est Zubizarreta. On le sent un peu effacé. Non, mais je dis pas ça en montant, mais justement, voilà. On se pose la question. Ouais, mais quand même, on se pose la question et je suis très sérieux parce que non, Garcia, non? Et amoureux du football, et en France, voilà, aimerait le voir de plus en plus. Il attend justement que Garcia se fasse sauter, justement. Non, mais Rudy Garcia, Rennes, quand il a été depuis le mois d'octobre, il a vraiment le contrôle du club. Forcément, Zubizarreta est effacé par rapport à Rudy Garcia. Depuis qu'il a été prolongé, il est légitime. Il a bien marché l'année dernière. Apparemment, ce n'est plus du tout le cas. Est-ce que les deux hommes sont toujours aussi bien qu'il paraissait qu'ils s'entendaient quand il est arrivé? Je commence à avoir des doutes, effectivement, sur le rôle qui est celui aujourd'hui de Zubizarreta à l'Olympique de Marseille. Ouais. Est-ce qu'il a toujours sa place à Marseille? Nabil, là, on écoute après aussi. Je pense que Rudy Garcia doit démissionner, tout simplement. On a pu le voir avec Didier Deschamps. Souvenez-vous de Didier Deschamps qui a gagné avec Marseille, qui les a ramenés en haut de l'affiche. Il est resté que 3 ans. C'est un cycle à Marseille. Tu peux pas rester plus. Donc là, ça fait 2 ans et demi. Il doit partir. La seule solution, c'est qu'il démissionne aujourd'hui. Il y a une mauvaise entente avec, ça soit Zubizarreta ou avec Jean-Marc Ayrault, qu'on n'entend plus d'ailleurs. Bizarrement, il ne parle plus. Jacques-Henri Hérault, qu'on n'entend plus. Les supporters se plaignent. À un moment donné, faut arrêter, quoi. Je veux dire, faut qu'il démissionne. Ou soit on trouve un compromis, on dit bon, on trouve un arrangement et 50-50 et basta, quoi. Pas faux. Le souci quand tu gères un club comme l'OM, l'erreur qui a été effectuée, c'est en plus d'avoir prolongé Rudy Garcia, c'est que tu lui as donné, tu lui as élargi exactement les pouvoirs. Et donc là, forcément, ça nuit aux compétences et à Zubizarreta et autres. Donc en plus de l'avoir prolongé, tu lui donnes un maximum de pouvoir. Et là, c'est un gros problème, c'est un gros danger pour le club même, d'avoir instauré autant de pouvoir à Garcia. Merci messieurs, une courte pause s'impose, la première de cette émission, on reste ensemble jusqu'à 19h, le 01 53 48 3000 ou sinon même sur la twittosphère de hashtag Timesport. On reviendra avec le football anglais, la Championship, avec un certain Marcelo Bielsa. Timesport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, Timesport avec Bilal Netman. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 18h-19h, Timesport, lundi au vendredi avec les consultants ce soir pour m'accompagner, je le rappelle, Nabil Zindik, Rudy Kazi, Claude Tollet, Saïd Hamda et Juan José Dorado. On prend le chemin rapidement de la Grande-Bretagne. Timesport, la victoire. Et justement, la victoire à tout prix. La Ligue anglaise a ouvert une enquête après l'espionnage de Marcelo Bielsa, entraîneur de Leeds United, à l'encontre de Derby County.
vendredi avant la victoire du leader de la deuxième division anglaise contre Derby 2-0. Bielsa avait reconnu avoir espionné son adversaire et présenté ses excuses tout en avouant avoir recours à cette pratique depuis 20 ans. C'est vrai qu'il y avait quelqu'un de Leeds United, la responsabilité m'incombe, qu'elle soit légale ou non, excusez-moi, juste ou injuste, je reconnais que l'entraîneur, justement, Frank Lampard et son club peuvent estimer que ce n'était pas la bonne chose à faire, je cite, avait reconnu le technicien argentin. Que pensez-vous de la réponse de l'Argentin qui, une fois ceci posé, a plaidé la légalité? Ce que nous avons fait n'a rien d'illégal, ce n'est pas spécifié dans le règlement, assure-t-il, on peut en débattre et ce n'est pas considéré comme une bonne chose, mais ce n'est pas une violation de la loi. Rudy, on t'écoute. Oui, bien entendu, c'est pas une violation de la loi dans le sens où c'est pas illégal. Maintenant, s'il a fait lui-même cette sortie médiatique au cours de cette conférence de presse, c'est bien parce qu'il a senti que d'un point de vue moral, tout le monde s'en était un peu offusqué. Toutefois, la manière dont il s'est défendu est assez admirable, surtout quand on connaît Bielsa, qui a pu tenir en haleine pendant plus d'une heure et demie, 2 heures, je crois à peu près, de conférence de presse, toute une audience abasourdie par son talent de communicant, quoiqu'il n'a jamais le regard planté dans les yeux de ses auditeurs. Et d'une certaine manière, il s'est retrouvé comme dans un tribunal à devoir plaider en étant son propre avocat de ses réelles intentions, tout en montrant des arguments très pointilleux, très pointus sur ses capacités à préparer des matchs, tant sur le plan tactique que mental. Bon, on connaît Bielsa, c'est un coach conceptualiste avec des relents un petit peu que certaines personnes dans le paysage médiatico-journalistique aiment qualifier un peu d'autiste, du foot, etc. C'est une qualité que l'on peut lui reconnaître, et même si c'est pas un grand coach qui n'a pas gagné énormément de titres, on peut lui reconnaître cette capacité qu'il a à, en faire des champions, à en faire des champions et à révolutionner, enfin en tout cas à apporter une vision du foot dont des plus grands entraîneurs vont s'inspirer. Donc je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, le dicton. Donc Bielsa, c'est quelqu'un qui emmène des choses très positives, et rien que pour ça, je pense qu'il ne doit pas être sanctionné parce qu'il apporte quelque chose d'assez important donc à la Championship et donc à tout le foot anglais, comme ça a été dit par un journaliste de la BBC. Ce procédé, vous semble-t-il, a répondu dans la majorité des clubs pour que cela ne fasse pas l'objet de sanctions. Saïd, on t'écoute. C'est ça, on va terminer. Ce n'est pas le seul à le faire. Maintenant, Bielsa est assez malin parce que déjà, quand il en parle, il prend beaucoup de détachement comme à son habitude. Il est là en mode rien de dramatique et surtout, il fait la distinction entre ce qui est légal et ce qui est immoral. Et il accepte en fait la casquette de l'immoralité. Il vous dit, en tout cas moi, dans un cadre de la loi, dans le cadre légal, je n'ai rien fait de répréhensible. Maintenant que vous voulez me qualifier d'immoral, si ça peut vous soulager le cœur, faites-le. Maintenant, le fait d'être immoral ne veut pas dire que c'est interdit. Et ça, c'est une distinction quand même qui est très importante. Donc le fait qu'il le communique comme ça en disant ouais, voilà, il n'y a rien de grave, vous pouvez vous en offusquer. Le grand seigneur, quoi. Il laisse quelque chose à manger, en fait. Pas besoin. Il te dit, oui, c'est vrai, je peux te reconnaître que c'est immoral, si ça te convient, mange ce que tu as à manger. On n'a qu'à me sanctionner. Quelle sanction on va faire? On va le virer? Qu'est-ce qu'on va faire? On va rétrograder son club? Pas du tout. Ça va être une sanction financière de quelques milliers d'euros. Il ne va pas changer grand-chose. On termine avec Juan Trocé, Dorado. Alors, c'est peut-être pas très orthodoxe, c'est vrai, mais il n'y a rien non plus d'être très choquant, dans le sens où tous les entraîneurs s'intéressent à ce qui se passe dans les autres équipes. Alors, allez envoyer quelqu'un avec des lunettes pour voir ce qu'ils font. Bon, encore une fois, c'est peut-être pas très orthodoxe, mais s'il a réagi, c'est surtout parce qu'on a mis en doute son stature morale. C'est ça qui lui a fait mal. Mais écoutez, quand on ne veut pas qu'on sache ce qu'on fait dans un entraînement, les entraîneurs font ça à porte fermée, à guichet fermé. C'était à huis clos. On a quand même envoyé quelqu'un. Mais attendez, c'est un huis clos quand même. Mais ne soyons pas comme ça non plus. Non, mais je pense qu'on exagère sincèrement. Je pense que dans ce sujet, c'est l'intention qui compte. T'avais un huis clos, il a quand même envoyé quelqu'un. Donc c'est quand même. C'est pas grave. Il y a une côté du on reviendra. Dépend un peu, mais il n'y a pas de ça y est, c'est il a fait non mais regardez une troisième match de la saison. Il faut le dire que c'est immoral. Maintenant, mais ça va pas plus loin que ça. Oui, pour certains. Est-ce que pour autant il faut le virer? Je ne pense pas. Non, bien sûr. En France, il aurait subi un fort préjudice à ses voilà.
Mais en Angleterre, on connaît la Une valeur du vangue. football. Mais non, en France, On connaît la valeur des grands coachs qui apportent des Merci, Je pense pas qu'ils vont le virer. merci coach. Merci Rudy. Une vague de déferlante peut-être concernant Bielsa si c'était en France. On va aller du côté justement, on revient en France. Après nos voisins, on revient en France. Du côté de la région Rhône-Alpes, un certain Nabil nous attend. Time Sport. Le duel. Ah oui, le duel, on va l'opposer entre le coach Tolé et pourquoi pas Nabil qui sont avec nous ce soir. Un Noël à réaction, remis sur les rails grâce à Nabil Fekir, encore déterminant, assiste-t-on à une Fekir dépendance. Nabil, on t'écoute. Le même prénom que lui. Le bien nommé. J'ai envie de dire un petit peu quand même. On a pu le voir dernièrement, il était remplaçant, il est rentré, une passe décisif, un but magnifique, juste splendide, le coup franc. Je vous invite à le regarder. L'entrée aussi de Ndombele, parce qu'il était remplaçant. Et effectivement, oui, on le sait, de toute façon, Nabil est un leader. Nabil est un grand joueur international français. Nabil a envie de partir dans un top club. On l'a annoncé à Chelsea, on l'a annoncé à l'Atlético de Madrid. On ne sait pas où il va. On l'annonce, mais on ne sait pas où il va. Yacine Boadi va nous écouter ce soir. On va dire Madrid, Barça. Il partira pas au mercato hivernal, il partira à la fin de l'année dans un top club. Et je pense que oui, il porte ce club de Lyon. Après, est-ce que c'est vraiment le top player, le leader de cette équipe? Oui. Est-ce que c'est suffisant pour porter Lyon en Ligue des Champions? Je pense pas. Parce qu'il faut plusieurs leaders et il faut pas tout mettre sous les épaules de Nabil Fekir. Parce qu'on l'attaque souvent et Genesio essaye de le protéger. Là. Vous avez pu voir un peu ses déclarations. Bon, si Nabil tourne mal, c'est aussi le collectif. Il dépend du collectif, Nabil. C'est un milieu offensif. Il dépend aussi il dépend aussi des autres joueurs. Tu peux pas, quand tu joues au foot, le foot, c'est un sport collectif. Tu dépends un peu des. Sans vouloir, tu vois, mais dire que tu es un leader et dire que tu dépends des autres, non. Le leader, il dépend pas, il réussit à hisser son niveau de jeu au-dessus des autres pour tirer les autres. Donc, non, mais ce que veut dire Nabil, je pense. Hein. Mais après, j'ai compris. Un leader technique. C'est censé être un leader d'homme parce que c'est le capitaine de l'équipe. Oui, mais non, mais il y a deux formes de leader dans le vestiaire. Mais moi, je pense qu'il a pas l'étoffe justement d'un vrai leader. Et c'est pour ça que dans le vestiaire, il se fait respecter. Nabil Fekir. C'est une génération, etc. Et c'est pour ça que, par exemple, lorsqu'on parle d'aller dans un top club, je ne le vois pas sincèrement. Franchement, je trouve. On écoute. Coach Tolé, on revient à toi. T'inquiète pas. Heureusement qu'il est décisif parce que c'est le leader technique de cette équipe. Fekir, à défaut d'être constant toute une rencontre, tu te rends compte qu'il a été décisif. Comme tous les mondialistes, à Toulouse. Faut pas oublier qu'il a été mondialiste aussi. Il a quand même d'arracher la qualification en Coupe d'Europe. Après, même si c'est un leader technique, il a quand même besoin qu'autour de lui les joueurs soient performants. Alors c'est vrai que t'en leader technique, oui, mais pas en tant que leader d'homme. T'en attends un petit peu plus parce qu'il doit faire des différences. C'est ce qu'il arrive à faire. Maintenant, les autres joueurs à vocation offensive sont beaucoup moins bien depuis un moment, moins décisifs. Et heureusement que. Et même au milieu de terrain, je veux dire, qui a un peu mal. Ils sont moins rayonnants les autres. Ça y est. Non mais Nabil Fekir, on nous l'annonce à Madrid, selon Yacine Boadi. Pour Nabil Fekir, il y a plusieurs formes de leadership. Tu as le leadership qui est dû à l'ancienneté, Nabil Fekir là. Tu as le leadership qui est dû au talent, Nabil Fekir là. Et il y a le leadership qui est dû au charisme, Nabil Fekir ne l'a pas. C'est pas le mec quand il va parler. J'ai cru que tu allais dire qu'il l'avait. Non, voilà. Non, je connais quand même Nabil Fekir un petit peu. Non, mais voilà. Le charisme, il l'a pas malheureusement. Du coup, bon, on va pas compter sur lui pour ça. Il y a d'autres joueurs dans le club qui l'ont. Anthony Lopez, qui a lui l'expérience et le charisme. Tu as aussi Memphis Depay. Il faut pas. Voilà, Memphis Depay qui a le talent, le charisme. Il faut pas esseler Nabil Fekir à son rôle de leader qui doit porter toute l'équipe à lui seul. Il a sa part de responsabilité, bien sûr, mais il faut pas l'exclure en disant quand ça va bien, c'est Nabil Fekir, quand ça va mal, c'est Nabil Fekir. C'est un petit peu tout le monde. Chacun doit prendre sa part de responsabilité, dont Nabil Fekir la sienne. J'ai une question, moi. Messi dépend des autres joueurs, Messi, c'est Barcelone. Messi dépend des autres joueurs. Il dépend pas des autres joueurs, mais c'est le Barça, c'est le Messi. On a pu entendre de la bouche de Genesio que Messi est un certain Nabil Fekir à Lyon. Oui. Genesio. Il a sorti de la bouche de Genesio. On s'écoute. Tout joueur. En tout cas, il a des problèmes alors à pouvoir sortir, à aider le club à se surdimensionner. Merci, Rudy. Le coach Tolé. Mais tu dis trop de trucs, justement. Les gens, faut
répondre sur la mais question. justement, j'ai pas eu les autres à répondre sur cette question. J'ai déjà répondu. Et ouais, et en tant que chef d'orchestre de cette émission, je suis là pour donner la parole à tout le monde. Que ça soit On revient au coach, messieurs. Et on revient après à Rudy. T'inquiète pas, Rudy. Que ce soit Messi, tout joueur, de toute façon, dépend du collectif. Je suis désolé. Tous les joueurs dépendent du collectif. Bien sûr, tu regardes Messi en Argentine, il devient presque un bon joueur, mais sans plus, malheureusement. Maintenant, pour en revenir à Nabil Fekir, oui, il est décisif. Il est décisif, mais je dis encore une fois, les Memphis, les autres joueurs sont clairement en deçà de leur niveau. Rudy, Mais là en je t'écoute justement. En fait, quand on parle de dépendre d'un effectif, quand tu es un grand joueur, bien entendu, il y a une dépendance collective parce que tu vas pas marquer un but tout seul, c'est évident. Maradona, il l'a pas fait 20 fois lorsqu'il gagnait la Coupe du Monde. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a sur qui tu attends une responsabilité particulière et qui ne donnent pas forcément satisfaction au moment où ils doivent donner satisfaction. Mais il a donné la satisfaction en Ligue des Champions. Je poursuis. En Ligue des Champions. Voilà. On laisse terminer. Pour répondre à la question, est-ce qu'il y a une dépendance de Fekir? Moi, je ne pense pas, parce qu'il y en a qui marquent des buts que Fekir ne marque pas dans l'équipe, tel que Depay. Et d'ailleurs même, Fekir, c'est le 5e meilleur buteur du club et c'est le 4e meilleur passeur du club. Donc il n'y a pas de Fekir dépendance. Par contre, lorsqu'il faut sortir un bon match ou marquer des buts décisifs, là il le fait. Mais c'est pas une dépendance. C'est pas une dépendance. C'est le mec décisif dont tu as besoin. Sinon, sur le reste, comme on dit, de la saison régulière, il y a des mecs qui font le job quand Fekir n'est pas là. Juan José, concernant Nabil Fekir et Lyon. Fekir a fait ce qu'on attendait de lui hier. Son statut lui a permis de faire ce qu'il a fait hier et sauver ce match entre guillemets. Par rapport au ce qui est Lyon aujourd'hui et à la performance entre guillemets de l'équipe. On est dans une période, après les fêtes, très compliquée, surtout pour un club qui a joué la première partie de la Champions League. C'est logique qu'il y ait quand même une baisse de régime pour tous ces joueurs. Et puis n'oublions pas non plus, Fekir a quand même un problème additionnel, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, il va partir à la fin de l'année. Et puis il y a le cas de son président, Jean-Michel Aulas. Ouais. C'est assez compliqué aussi de parler des Fekir dépendance, mais hier, il a fait ce qu'on attend. Il s'en sort quand même très bien. Ça, c'est important. C'est vrai. Et je suis d'accord avec toi. Oui. C'est Saïd. Fekir est un élément. Avant de terminer sur Fekir. Fekir est un élément incontournable de l'effectif lyonnais. Après, de là dire dépendance, c'est peut-être un peu fort. C'est ça, moi, j'ai un petit peu un problème avec ça. Mais quand même, ça reste l'un des meilleurs joueurs. Oui, c'est pas faux ce que je vais te dire, Bilal, c'est qu'on a tendance à cristalliser le leadership sur un seul et unique joueur. Alors que chacun a son leadership à son niveau. Et ça, on a souvent tendance à l'oublier. Et Juan José le disait très bien. Nabil Fekir voulait déjà partir l'année dernière. Il ne faut pas trop miser sur ce joueur qui a des envies de départ. Mais à contrario, quand les médias l'attaquent par défaut ou pour des raisons parce qu'il a un peu un coup de moins bien, c'est parce que justement c'est une star. Parce qu'il a un statut. Mais c'est donc pas c'est une sorte de leader quand même. Parce qu'il est champion du monde. À chaque fois le tape, par exemple en Ligue des Champions, on l'a tombé sur le dernier match. Pour la il a répondu présent. Mais au-delà du capitanat, c'est plus, c'est vraiment un leader, Nabil Fekir. C'est un leader technique, il a de l'ancienneté. J'ai envie de dire, c'est une institution à Lyon aujourd'hui. Allez, Lyonnais, il est respecté. N'oubliez pas que l'année dernière, non mais moins que Fekir. Moi, Nabil Fekir, je suis désolé. C'est le joueur qui est formé à Lyon, c'est pour ça. Ah non, c'est parce je suis désolé, mais si on fait le parallèle avec Amandanda, qui est ex-capitaine, parce que c'était pas le capitaine hier. Merci Nabil. On doit lui tomber dessus, Amandanda. Il est chaud le cas Nabil Fekir. Mais on suivra de près les Lyonnais, t'inquiète pas, Saïd. Et même tous les autres clubs de la Ligue 1 conformément à la Ligue des Talents, restez avec nous. On revient de suite après une nouvelle page de pub avec vous au 0153 48 3000. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec... Et de retour sur l'antenne de Beurre FM pour cette dernière partie de Time Sport de 18h à 19h, toujours 1 heure sur l'antenne de Beurre FM. On nous écoute aux 4 coins de la France, on rappelle, Paris c'est le 106.7, mais aussi Saint-Etienne, on a parlé de les Stéphanois, 94.3, sans oublier Valence 107 FM, et aussi aller du côté de Toulon, on va y arriver du côté de Toulon, c'est le 98.2. Voilà, on prend le chemin de ce mercato hivernal. Time Sport, le mode pressing. Rétro-pédalage, la presse catalane annonce que Frenkie de Jong a donné son accord au Saint-Germain. On a une info, Saïd, c'est laquelle? Allez, avant que je continue, l'info, ça me fait rire, moi. Tous les Marocains vont être contents. Ouais. Vas-y, monsieur Boissy, de toute façon. Oh là là, appelle-moi monsieur Hamda. Rivaldo, c'est ça. Voilà, Rivaldo qui va signer dans le club de Mohamedia au Maroc, donc une ville pas très loin de Casablanca, et c'est un club de Détroit. Ouais. Et ça va faire plaisir à Nabil Boubou, ça. On a hâte de la
de la négociation quand même. Ils ont sorti le gros chéquier. Ouais. Mais c'est pas mal ça. Champion du Ah monde ouais, 2012, c'est beau ça. On a dû privatiser une plage pour le payer. Je sais pas comment on a fait. C'est pas mal. La en les tout cas. impôts vont augmenter dans la ville. Non, quand même pas. On revient justement avec De Jong. Les jaunes là-bas, attention. On s'attarde sur la plaine ibérique du côté de la Catalogne, en Espagne, après avoir annoncé fin décembre que la signature de Frenkie de Jong au Barça a été actée. La presse catalane, Le Mundo Deportivo, en tête assure que désormais que l'international va rejoindre le Paris Saint-Germain. Le jeune milieu de terrain, 21 ans, aurait rompu son accord verbal avec le Barça et cédé aux sirènes de la proposition parisienne. Paris fait rage et Paris a l'avantage. Découvrait-on un proverbe catalan qui n'annoncerait que pour un Rabiot attiré, un De Jong perdu, qui gagnera ou perdra, c'est selon au change. On l'écoute, ça fait un peu marronné, comme on dit dans le sud, certains rentrent de radio, mais je vais avoir notre titi parisien, Rudy Kazi, pour savoir. Ouais, non, mais la guerre fait rage entre Barcelone et Paris Saint-Germain sur le Je m'en suis au milieu. Voilà, on se souvient, soit c'était sur l'affaire Silva, soit sur Verratti, surtout sur Verratti. A priori, mais après, ce sera Marquinhos. Donc, bon, là, effectivement, c'est sur De Jong. Bon, voilà, Paris a des arguments qui sont financiers, on connaît leur stratégie. Maintenant, Barcelone, c'est les titres, c'est la grandeur et le nombre aussi de suiveurs à travers le monde qui n'est pas celui de Paris Saint-Germain. Moi, je pense que Paris a vraiment des arguments pour l'avoir, mais est-ce qu'il faut, par exemple, surpayer ce joueur qui est encore un jeune joueur et qui s'est bien distingué dans son championnat, alors qu'il y a des joueurs expérimentés qu'on pourrait prendre. Moi, c'est toute la question. Je me dis, pourquoi faire un bras de fer avec Barcelone pour un joueur qui n'est pas très expérimenté, alors qu'il y en a sur le marché qu'on pourrait avoir. Donc, c'est un peu ça le souci. Est-ce qu'on est sûr qu'il y a la guerre entre les deux équipes? Je ne suis pas convaincu. Sur ce cas précis. Alors, le problème pour des gens, c'est tout simplement que partir à Barcelone, ce n'est pas savoir une place des titulaires acquise. Ça, c'est clair. Partir à Paris, il y a un Arthur certainement, qui fonctionne très bien. Rabiot s'en va. Donc, il y a une place vraiment à prendre. Là, pour le coup, le PSG est peut-être avantagé parce qu'il va offrir du temps de jeu à des gens que Barcelone ne pourra pas lui offrir systématiquement. J'ai du mal à croire qu'après tout ce qui s'est passé avec Rabiot ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'il n'y ait pas déjà... très pudiquement, Bilal a dit accord verbal. Tu sais, dans les business, les accords ne sont pas verbales. Ouais. Ils sont signés, on ne les connaît pas, mais ils sont signés. Donc j'ai du mal à croire que Rabiot n'aille pas du côté de Barcelone. C'est vrai que Barcelone aujourd'hui est intéressé surtout par un avant-centre et il ne s'inquiète plus vraiment du milieu de terrain, ce qui laisse à penser que Rabiot pourrait arriver. Mais attention, il y a une petite déclaration. Les deux clubs. Il y a une petite déclaration de Bartomeu qui disait comme quoi le club voulait compter sur des joueurs sur les 10 prochaines années. Donc ils veulent aussi miser sur des jeunes talents. Pour ils veulent repartir sur le modèle un peu de l'époque de Xavi. Mais c'est sur la pente descendante. Oui. Ouais. Mais tu peux, rapide, Saïd, pour terminer. Tu peux miser sur Rabiot pendant 10 ans. Il a 23 ans, le gars. Donc ça ne rentre pas en contradiction avec ce que tu dis. Tu vois. Oui, après, mais Rabiot va peut-être évoluer. Le Rabiot d'aujourd'hui n'est pas le Rabiot de demain. C'est un grand club avec la pression exigence, ça va peut-être changer. C'est même pas une question de grand club parce que Paris est devenu un grand club. C'est dans un club étranger où la mentalité n'est pas comme en France. Ouais, mais c'est pas un grand club du niveau de Barcelone. Et lui, il vient de la maison. Donc il a pris la confiance. Rabiot est enfermé un peu dans cette mentalité française où il a l'impression d'être jugé, que de faire un petit peu sa petite caïra du 9-4 de Créteil, ça va lui apporter quelque chose. Il va arriver à Barcelone, ils vont lui dire écoute, nous, la petite caïra du 9-4, on s'en fout, tu vois. Il va arriver, il y aura des gros tauliers, il y aura il y a des Gérard Piqué qui vont lui dire frérot, ici t'es personne, si tu veux devenir quelqu'un, faut bosser. Voilà. Maintenant, c'est ça les grands clubs. C'est ça les grands clubs. Le PSG, il va lui expliquer comment Dembélé. C'est attention parce que Dembélé a un crédit qui est particulier parce que lui c'est un peu la star montante alors que Rabiot il est déjà controversé. Justement, non, on n'a plus de crédit, Saïd. Et tu l'as bien placé, le 9-4 à qui nous passons tout le bonsoir. Hein, à tout le 9-4, c'est ça? Voilà. Oui, le 9-4, on a beaucoup, mais on est dans le 9-4. Il sort du crédit, là, t'as été dur. En matière de crédit. Quand j'avais pas d'argent. En matière de crédit. Non, messieurs, s'il vous plaît. Messieurs, s'il vous plaît, laissez-moi parler. En matière de crédit de Time, on accueille notre invité ce soir, justement.
Quand même, un grand invité, Vincent Clerc, pour la première fois international français de rugby, l'équivalent d'un David Trezeguet ou même Thierry Henry au football, ailier du RC Toulon. Et aussi avec ce magnifique livre qui sort, Vincent Clerc, chasseur d'essais aux éditions Solar. Petit clin d'œil à Marie. Vincent Clerc, c'est 14 ans au plus haut niveau, faut le rappeler, un palmarès de titan, 3 titres de champion de France, 2008, 2011, 2012, 3 coupes d'Europe, 2003, 2005, 2010. Il en a plus gagné que tout le PSG réuni. 3 victoires dans le tournoi Destination 2004, 2007, 2010, dans 2 éditions, en réussissant à réaliser le Grand Chelem 2004-2010, une 4e place et une finale en Coupe du Monde. Vincent, vous êtes vraiment un monument vivant du rugby français. Bonsoir Vincent, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien, je suis ravi d'être là. Ouais, mais même nous Vincent, vraiment, pour le temps que vous nous donnez sur l'antenne de Beurre FM, pouvez-vous nous dévoiler un souvenir, une anecdote la plus insolite pour tous les auditeurs de Beurre FM de votre carrière internationale? Celui ou celle qui vous a le plus surpris, voire choqué? Le plus surpris, c'est quand on s'amusait quand même beaucoup à se brancher un petit peu à droite à gauche entre joueurs, et c'est le jour peut-être où Fred Michalak a muré le mur du voisin en croyant murer le mur de Xavier Garbalozon pour l'empêcher d'aller à l'entraînement le matin. Il s'est trompé d'une porte et c'était celle du voisin, donc voilà, ça nous a fait marrer. Et justement, on va se plonger sur cette équipe de France. Vous parlez de votre collègue d'équipe qui était Michalak, votre coéquipier. Là, je vais plutôt reprendre une phrase d'un certain Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby. Je ne dis pas que l'équipe de France est la meilleure, loin de là, mais on peut se dire à travers ses résultats qu'elle n'est pas loin des meilleures. L'équipe de France, pour vous, revient bien? Elle revient bien, elle est en convalescence, elle est vraiment en convalescence. Elle a réussi un résultat en novembre, mais qui a été un peu gâché par la défaite contre les Fidji en suivant. L'équipe de France, elle a du potentiel. Maintenant, elle est sur une longue série de contre-performances, mais on sait que potentiellement, elle peut faire quelque chose à la Coupe du Monde parce qu'elle aura de la préparation, parce qu'elle sera outsider et que c'est une position qui lui plaît bien. Maintenant, l'équipe de France, elle peut évoluer. Moi, ça fait 15 ans que j'entends les mêmes problèmes qui sont récurrents et qui plombent et les clubs et l'équipe de France. Donc, il est temps aussi que le modèle change pour que l'équipe elle soit plus performante et puis pas qu'elle agisse juste par à-coup et par exploit. Une réaction avec notre consultant Vincent Clerc, Rudy Kazi. Bonjour Vincent Clerc, vraiment très honoré de pouvoir converser avec vous. J'ai 2 petites questions. Alors aujourd'hui, votre club pointe à la 11e place avec 24 points et avec effectivement 9 défaites. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le RCT est un petit peu l'OM du top 14 cette saison? Moi, je suis parti, donc j'ai arrêté en juillet. On a été 17 à partir du RCT, notamment pour des raisons générationnelles. On est pas mal arrivé au bout de notre carrière, à arrêter. Il y a un nouveau coach qui est arrivé, donc effectivement, il y a beaucoup de choses à restructurer au RCT. Et ouais. Ça fait un peu de temps, il y a beaucoup de jeunes joueurs à qui donner du temps de jeu. Donc je ne sais pas si c'est l'OM du top 14, mais c'est une saison qui ressemble à une saison de transition. D'accord. Écoutez, merci pour la réponse. Suite une dernière. Votre président a annoncé qu'il y aurait pas mal de chamboulements d'ici à la fin de la saison. Vous avez 37 ans et aujourd'hui, est-ce que vous pourrez nous confirmer que l'année prochaine, vous n'allez pas faire partie de ces chamboulements qui pourraient vous éloigner du club? Non, mais moi maintenant j'ai pris d'autres voies. Je reste près du rugby par la voie de Canal+, en tant que consultant. Ouais, je voulais pas être entraîneur parce que pour moi c'est un poste qui est trop exposé, qui demande trop de mobilité, et puis j'avais envie un peu de changer de rythme, de plus être pris tous les week-ends et d'avoir cette pression du terrain. Donc voilà, je suis le rugby de loin et je suis le club de Toulon comme celui de Toulouse, de Grenoble, qui sont mes clubs de cœur dans lesquels j'ai évolué pendant des années. Oui, on le respecte. David. Bonsoir Vincent. J'ai une petite question. J'ai voulu savoir, qu'est-ce que vous pensez du niveau du top 14? Mais je pense qu'il est assez bon. Il a été pas mal critiqué, mais je trouve qu'il est bon. On a qu'à voir sur les résultats de Coupe d'Europe avec des clubs comme Toulouse ou Clermont, ou même le Racing qui dominent vraiment, qui ont dominé pendant des années et qui continuent, notamment Toulouse et Racing cette année. Donc pour moi, le top 14, il est bon. Après, il est tellement décrié sur le jeu. On dit que, notamment dans ce top 14, on ne voit pas du beau de jeu. Alors, moi, il y a eu des saisons plus difficiles que d'autres. Là, depuis le début de la saison,
championnat qui dure 11 mois, d'être aussi performant qu'un championnat qui dure 3-4 mois dans d'autres pays, où on voit la Ligue où les Irlandais, par exemple, avant la Coupe d'Europe, avant d'affronter Toulouse, avaient seulement 2 joueurs titulaires sur le terrain le week-end d'avant, parce que c'est pas leur priorité, ils veulent que la Coupe d'Europe, donc on ne peut pas comparer des championnats qui ne sont pas structurés pareil. Pour moi, le top 14 il est bon, et la preuve c'est la Coupe d'Europe où régulièrement les clubs français sont en haut d'affiche. Très bien. On écoute Claude, justement, pour Vincent Clerc. J'avais une question concernant le rugby français en général et surtout l'équipe de France. Qu'est-ce qu'il faut justement à ce rugby français pour trouver un nouvel élan? Il y a plusieurs choses. Il faut qu'il y ait l'équipe de France. Il faut que le joueur français il soit à la fois valorisé en équipe de France et en club. Pour l'instant, d'être international français, c'est presque un handicap pour le club parce qu'il est souvent absent. Potentiellement, il revient fatigué ou blessé de l'équipe nationale. Il coûte plus cher. Et en équipe de France, il n'est pas disponible parce qu'il doit jouer en club quand il est là. Donc, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait moins de matchs, que les joueurs soient à 100% pour leur club ou à 100% pour l'équipe de France quand ils sont convoqués. Mais là, ça ne va pas. Et après, il y a aussi une histoire de génération. Peut-être que là, en ce moment, il y a des joueurs, il y a moins de concurrence de certains postes, qui fait que les joueurs se remettront en question et peut-être qu'il faut un peu plus d'émulation en face de l'équipe de France pour la tirer vers le haut. Une dernière question, est-ce que le top 14 est devenu un championnat tremplin pour les jeunes? Mais en fait, c'est ce qu'on aimerait, c'est ce que ça a été pendant des années. Peut-être que ça s'est un peu perdu à un moment donné. Et là, avec les nouvelles règles, et notamment celle des joueurs chiffres, où on a une obligation de mettre les joueurs issus de la formation française, on se rend compte qu'il y a des joueurs français qui sont très performants, aussi, voire plus performants que les joueurs étrangers. Et donc, on peut leur donner leur chance. Et il y a la Pro D2 aussi, qui est un très bon tremplin, où on leur donne du temps de jeu. Et on voit que derrière, ils arrivent à exploser en top 14. Et on a l'exemple notamment avec Thomas Ramos qui a gagné avec la Toulousain. Donc oui, je pense que le top 14 et la Pro D2 est un bon tremplin pour les jeunes joueurs. Pour terminer, Vincent Clerc, ancien international français de rugby, vous avez justement sorti ce magnifique livre, une autobiographie avec Gilles Navarro, journaliste et ancien rugbyman. Justement, avec ce livre, vous espérez justement faire passer quel message, notamment sur l'évolution du rugby, peut-être votre poste et aussi tout ce qui mêle le rugby avec le business aujourd'hui, car le rugby connaît un essor qui se fait remarquer à travers le paysage français et aussi à travers l'Europe, quoi. On vous écoute. Moi, le livre, déjà, c'est pour remercier avant tout, parce que c'est pour montrer que dans une carrière, il y a beaucoup de gens qui comptent, du plus jeune âge. Moi, quand j'avais 8 ans à ce que je finis, que ce soit la famille, les amis, mais aussi les staffs, les éducateurs qu'on a pu avoir. Donc, c'était aussi une manière de remercier tous ceux qui ont compté, parce que c'est pas évident de remercier tout le monde. Et puis, c'est montrer aussi qu'il peut y avoir des carrières qui débutent tard, qu'il ne faut pas non plus se dire que si jeune, on n'est pas en haut d'un finish, on n'est pas dans les centres de formation, dans les cycles de trop jeunes, on peut quand même y arriver. Et il y a des trajectoires qui font qu'on mûrit des fois plus tard que les autres et qu'il ne faut pas perdre espoir. Et effectivement, que d'anticiper, toujours d'avoir quelque chose à côté, d'avoir un équilibre avec des études, avec un projet de reconversion, je pense que ça donne un équilibre et que ça permet aussi de performer, que ce n'est pas un handicap de mener plusieurs projets en même temps. Un grand merci. On le rappelle, Vincent Clerc avec nous pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM et aussi son magnifique livre Vincent Clerc, chasseur d'essais aux éditions Solar, à retrouver dans toutes les librairies et autres magasins. Merci à vous pour votre disponibilité, Vincent. Merci, à bientôt, bonne soirée. Merci. Et un merci aussi à nos consultants ce soir, je tenais à le rappeler, et à vous remercier. Juan José Dorado, Saïd Hamda aussi. Saïd, voilà, on garde bien le sourire. Ça fait plaisir. Avec Nabil Zindik, coach Tolé et Rudy Kazi. Un petit clin d'œil à la réalisation ce soir, on l'a pas entendu. Pourtant, il aimait bien le rugby. Il a été calme là. Il était calme. Pas entendu. Je suis calme, je suis fatigué. Vivement le week-end. Vivement le week-end. Aïe. En tout cas, nous, on se retrouve demain à la même heure, 18h, 19h. C'est Tam Sport. Un petit clin d'œil à toutes les personnes qui nous ont suivis et aussi à nos community managers qui font relayer toutes les informations sur les réseaux sociaux avec
le Facebook et aussi le hashtag TAMSport, le 0153 48 3000, c'est pour demain. On vous laisse avec la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM avec nombre de programmes assez chatoyants et aussi des émissions que vous pouvez retrouver sur le site internet beurrefm.net dans la rubrique podcast. À demain. Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.